Épisode numéro 70 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde et merci d'être là avec nous. Pour ceux qui nous écoutent en live sur les réseaux sociaux les mercredis 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube, ou pour tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel une fois l'enregistrement terminé. On vous remercie d'être là, évidemment, comme à chaque semaine. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, comme à chaque semaine, Sébastien Berroir qui est là. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien. J'aurais pris quelques petites parties de balle à regarder ce soir, mais on va attendre à vendredi. Mais sinon, on a eu un bon show dans les derniers jours. Ouais, c'est ça. Bonne question. Là, ce soir, il y a le podcast. Demain soir, là, est-ce que tu vas juste te tenir en boule dans un coin de ta maison, puis là, toute ta famille va te demander d'être présent, mais tu vas faire non, je peux pas, je suis en deuil du baseball. Puis... Ben, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Là. Okay. J'appréhende ça beaucoup, mais je devrais m'en sortir. On va te texter en soirée, voir si ouais, ça c'est vient. ça, oui. Et Sébastien, à nos côtés, on a Hugo Reich de BPM Sport, entre autres, qu'on avait reçu l'an passé. Un gars qui connaît sa balle comme peu le connaissent au Québec. On l'avait invité l'an passé, on avait bien aimé l'expérience, on a décidé de répéter ce soir, en cette mi-juillet. Hugo Reich, comment vas-tu? Salut les gars, ça va super bien. Vous autres, je suis bien content d'être là. Merci de l'invitation encore une fois. Ça fait bien plaisir. Comme j'ai dit, on avait aimé notre discussion l'an passé, donc on voulait réitérer cette année. Hugo, pour ceux qui te connaissent moins, bien évidemment, on peut t'entendre un peu à la radio à BPM Sport à Montréal, mais tu sais, t'es un gars, en règle générale, tu es impliqué dans le baseball. Oui, effectivement. À part les chroniques là, quotidiennes à BPM Sport à 6h30 dans le club du matin, je coach dans le Midget 3 cette année, le M17 3A dans le baseball avec les Marquis de Montréal, dont j'arbore fièrement la casquette. Cette année, on a fait un rebranding, donc je voulais montrer vraiment à tout le monde qu'on a un dessous de palette rose. C'est super important parce que c'est vraiment le talk of the town là, dans le réseau. Et avant ça, je coachais l'ABC féminin. J'ai coaché la Ligue Canada-Est, la Ligue ABC et j'ai fait partie des équipes du Québec au championnat canadien avec l'équipe 16U féminine. Donc voilà le petit background. C'est aussi simple que ça. Mon invitation en baseball, ça fait 6 ans que je coach et avant ça, je jouais dans le niveau 2A là, pour Roussillon. Donc voilà. Fait que ça veut dire que tu es impliqué dans le baseball avec les jeunes. Fait que, tu sais, toi, les jeunes qui poussent puis qui s'en viennent, tu les connais quand même un peu. Là. Ouais, ben c'est ça. Cette année, l'avantage qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, avec le draft d'Antoine Jean, cette année, Charles Davalant, les gars de l'ABC, j'ai pu voir un peu cette facette-là, chose que j'avais pas tant vue avant avec le féminin. Oui, l'ABC féminin a un beau bagage de prospect, un beau bagage d'espoir pour les équipes nationales, mais les directions sont un peu différentes cette année, mais on a la chance d'avoir plusieurs joueurs évoluer au sein du réseau Midget 3A, mais ensuite se faire repêcher dans l'ABC et on a plusieurs très bons espoirs. On a parlé à Carl Gignan matin dans le club du matin et le fait de voir que le potentiel élite au Québec ne fait qu'agrandir, c'est malade. T'sais. Carl disait un matin qu'il y avait au-dessus de 160 gars qui jouaient dans les réseaux, soit à JUCO ou collégial américain là, des Québécois. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir ça. C'est vraiment le fun de voir l'effervescence du talent de baseball au Québec. Oui, absolument. Il y a un bon bassin de plus en plus. Puis on dirait qu'un commentaire qui revient souvent aussi, comparé, mettons, il y a 10, 15, 20 ans, c'est on ne développe pas juste des lanceurs au Québec. Hein? On dirait qu'il fut un temps où c'était beaucoup, beaucoup des lanceurs. Aujourd'hui, c'est moins le cas des joueurs de toutes les positions. Donc, évidemment, c'est très, 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 très intéressant à suivre parce que justement, on en a quelques Québécois aussi qui évoluent dans le baseball majeur. Donc, de voir que cette relève-là s'en vient aussi, c'est super le fun. Ah oui, vraiment. Et ça, c'est sûr que l'apport de Russell Martin dans les dernières années, il y a eu une effervescence dans la volonté des joueurs à être justement des joueurs de position, évoluer comme ça, avoir des bons bâtons. Les Édouard Julien, Abraham Taureau, qui connaissent vraiment de bons succès, même Otto Lopez, des gars qui frappent au-dessus de 250, qui sont vraiment constants, qui sont capables de faire du bon travail à la régulière là, dans le baseball majeur. Ça incite les jeunes à vouloir être comme eux, à vouloir être capables d'être des fiabilités défensives, mais aussi pouvoir produire offensivement. Non, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis justement, être capable de voir qu'autant au Québec, on peut produire des bons lanceurs comme Antoine Jean, autant qu'il y a d'autres bons joueurs de position qui s'en viennent, dont je pense notamment à Robin Villeneuve, qui joue en ce moment pour Texas Tech, qui est excellent, qui est un frappeur de puissance. Non, c'est vraiment le fun de voir ça.
Puis surtout, ouais, vas-y, Sébastien. Non, je veux dire, c'est plus des joueurs de second ordre ou des joueurs que on repêche parce qu'il faut repêcher des joueurs. Non, c'est des joueurs qui s'imposent puis qui se font repêcher. On pense à Charles Davalant qui se font repêcher quand même haut. Là. On ne l'attendait pas nécessairement à cette hauteur-là au repêchage, mais les Dodgers ont vu quelque chose en lui. Ils sont confiants qu'il va pouvoir répondre aux attentes. Donc, ça crée quelque chose chez les jeunes qui fait qu'il y en a d'autres qui poussent. Puis c'est un effet d'entraînement. C'est vraiment bon pour le baseball québécois. Ouais, Charles Davalant qui a été, si je ne me trompe pas, ça a été le plus haut Québécois repêché après Philippe Aumont. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres avant. Davalant à 5 pieds 7 est quand même relativement mince. C'est un frappeur de rôle qui a été excellent en production là, cette année avec Arkansas. Là, 14 circuits, 60 points produits notamment. Là, c'est d'un joueur de champ extérieur, de sa tenure, c'est vraiment impressionnant. Et les Dodgers, comme vous le savez, les gars sont très bons pour développer des joueurs de champ extérieur. Beaucoup de monde qui se développe là. Je pense notamment à des Pares cette année, mais des Kiki Hernandez qui est revenu. Non, c'est vraiment impressionnant. Je pense que son développement va être super bon à Davalant. C'est le fun de voir aussi le potentiel. Lui qui, dans les derniers temps, était un peu plus fameux pour, malheureusement, l'erreur qui a fait en sorte qu'LSU se rende au NCAA College World Series. Donc, c'est fun de voir ça. C'est fun de voir la relève aussi. Écoute, tant qu'à être sur le sujet, allons-y. Tu en as parlé un petit peu là, de Charles Davalant comme ça avec l'organisation des Dodgers. Antoine Jean aussi, qui avait été repêché, ça fait 6 ans déjà par les Twins du Minnesota. Et là, il arrive, il connaît une très, très belle dernière saison au Texas comme releveur. Cette fois, a été le releveur de sa conférence et finalement se retrouve une job, se fait repêcher par les Rockies du Colorado, Hugo. Oui, effectivement, Antoine Jean qui a été All-American aux États-Unis, là, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, lui, c'est vraiment le fun de le voir aller parce qu'il a gagné 20 livres depuis son passage au collège américain. Maintenant, des balles entre 90 et 94, il y a 3 types de balles rapides. Là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Sa petite coteur, sa balle glissante, sa balle rapide de 4 coutures, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup de mouvements venant d'un lanceur gaucher qui est intense, qui veut tout le temps gagner. Et je trouve que le rôle de releveur a été parfait, même closer à certains moments a été parfait pour Antoine Jean parce que plus tu développes ce genre d'habileté pour un lanceur, d'être capable d'aller chercher beaucoup de vélocité, beaucoup de mouvement, plus ça use le bras, malheureusement, dans les types de manière que tu lâches la balle à la fin de ton élan, ça peut causer beaucoup de problèmes. Heureusement pour lui, il a déjà eu son opération Tommy John, donc il n'a plus vraiment ce problème-là, les ligaments assez forts, mais le rôle intéressant de releveur chez les Rockies, surtout, et là, ça ouvre plusieurs portes. On sait qu'il y a beaucoup de lacunes dans cet alignement-là présentement, mais c'est une belle opportunité à 23 ans pour Antoine Jean, justement, de prendre la balle au bon et de se créer une place dans cet enclos-là parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Et si éventuellement, il est capable d'être un lanceur partant, il est capable de développer son endurance, mais ça aussi, c'est quand même bien pour lui. C'est plusieurs cordes à son arc. Puis Sébastien, pour un lanceur qui s'en va au Colorado, il va falloir que plus que jamais qu'il maîtrise les balles qui sont frappées au sol ou les retraits au bâton. Il ne va pas falloir qu'il prenne la chance de risquer de donner trop de circuits parce que, évidemment, c'est le défi. Là. C'est toujours comme ça au Colorado. Attirer des lanceurs, c'est difficile. Donc, il faut que tu les développes et il faut que tu leur apprennes à frapper par terre. Oui, exactement. Comme Hugo l'a dit, par contre, je pense qu'un rôle de releveur, ça va être plus adapté justement pour lui. Ça arrive moins avec une pression d'être le partant qui va sauver la franchise parce que chez les Rockies, on dirait que c'est ça qu'on cherche toujours. Un partant qui va sortir soit de notre repêchage, soit par transaction, mais on ne bouge pas beaucoup. Donc, on essaie de développer des lanceurs. On n'est pas capable d'aller en chercher sur le marché des joueurs autonomes. Donc, on espère pouvoir en développer. Mais quand ils réussissent à se rendre en haut, c'est justement un petit peu le rôle de sauveur qui leur est attribué. Dans le cas d'un releveur, c'est un petit peu moins le cas. Donc, on peut s'établir comme un releveur de très grande qualité, même si on doit négocier avec l'altitude. Il suffit de trouver des façons justement de susciter des balles frappées au sol, essayer d'améliorer son taux de retrait sur 3 prises. Et si ça fonctionne, on peut devenir un releveur dominant, même si on évolue au Colorado. Messieurs, ça fait le tour donc des Québécois, des 2 Québécois qui ont été repêchés dans le baseball majeur. Sébastien, je propose que, comme à l'habitude, on aille faire un tour chez les Blue Jays de Toronto. OK, Blue Jays, let's play baseball.
Chez les Blue Jays, bien évidemment, dans les derniers jours, ça a été beaucoup plus tranquille. Il y a Vladimir Guerrero Jr. et Alejandro Kirk qui étaient au match des étoiles. 2 joueurs qui n'ont pas nécessairement ressorti du lot. Vladimir Guerrero Jr. qui avait refusé de se présenter au concours de coup de circuit. Par la suite, bon, il n'y en a aucun des deux qui ont marqué l'histoire dans ce match des étoiles. Mais malgré tout, il faut le mentionner, les Blue Jays ont à cette séquence, oui, de 10 victoires consécutives. Ça a été un petit peu so-so du côté de Sacramento par la suite, mais d'avoir réussi à coller 10 victoires à un certain point cette saison. Je ne sais pas pour toi, Hugo, c'était quoi les prédictions, ce que tu avais dans ta boule de cristal pour la saison 2025 à Toronto? Moi, je ne m'attendais pas à un aussi bon début de saison. Et si tu m'avais dit qu'il va y avoir une séquence de 10 victoires de suite, ben, je t'aurais pas cru. Ou je t'aurais dit ferme ton PlayStation. Oui, c'est ça. Non, écoute, je te confirme que je voyais pas les Blue Jays au sommet de l'Est de l'américaine présentement. Ce que j'aime le plus voir présentement, c'est le fait que on dirait que les joueurs se sont vraiment ils ont vraiment amplifié leur chimie d'équipe. On dirait vraiment qu'ils avancent comme un groupe. Il y a moins de clans comme on avait reproché là, avec les Gourillettes dans le temps d'été Oscar Hernandez. Là, c'est vraiment un jeune groupe qui avance ensemble, qui connaissent beaucoup de progrès ensemble. On laisse beaucoup de chance à des jeunes comme Addison Barger, Ernie Clement, qui ont vraiment plus pris leur place dans l'alignement cette année. Nathan Lucas, même chose. Et même chez les releveurs, là, Brandon Little là, est excellent. Eric Lauer, qui a commencé releveur, qui finalement est un des partants de la rotation. Et non seulement un des partants, mais fait très bien ça présentement. Il est vraiment un homme de confiance intéressant dans cette blessure-là à Max Scherzer. Donc, à prendre tout ça en considération aussi, en prenant en considération le lent début de saison, la blessure à Anthony Santander, il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses qu'il fallait corriger du côté des Blue Jays. Il y avait de la grosse pression à connaître du succès et on a été capable, malgré les défaites, là, on a surmonté ça. On est premier, on a été capable d'avoir une bonne séquence et ironiquement, ben là, on connaît un peu plus de difficultés avec des équipes moins fortes. Hein. Les Aces, là, la dernière série qu'on a perdue avant le match des étoiles, mais aussi la défaite qu'on a eue face aux White Sox, qui, oui, on est sorti victorieux 2-1 de cette série-là, mais que la série d'avant, on avait perdu. Là. C'était un peu lamentable de ce côté-là. Donc, chapeau vraiment aux Blue Jays là, d'avoir remonté la pente et de jouer en équipe avec tout ce qui se passe cette saison à l'extérieur du terrain. Tu fais bien de parler de Barger parce que c'est une vraiment des surprises de cette saison-là. Là, on connaissait son potentiel, mais Sébastien, on en parle à chaque semaine. Là, c'est assez impressionnant de voir à quel point ce gars-là s'est développé, ce qu'il est en mesure d'accomplir. Reste juste à le faire jouer à tous les jours, mais en tout cas, ça, je pense qu'on va en parler jusqu'à la fin de saison, là, Sébastien. Ça s'en vient, par contre. On le voit de plus en plus de façon régulière, mais avec un élan aussi violent. Tu dois le mettre sur le terrain. Tu dois lui trouver un endroit pour qu'il évolue sur le terrain avec les Blue Jays. Puis, c'est pas une coïncidence là, si la saison des Blue Jays a tourné au moment où Barger s'est mis en marche, au moment où Barger a eu plus de répétitions sur le terrain. C'est étroitement lié. Les Jays s'en allaient nulle part en début de saison. C'était un peu la saison qu'on s'attendait. On tournait un petit peu autour de 500, un petit peu en dessous. Mais du jour au lendemain, Barger s'est levé, d'autres joueurs se sont levés, puis ça a créé un effet d'entraînement. Puis tu parlais, Hugo, tantôt, on joue en équipe. C'est ça qui fait la différence. Il n'y a personne qui joue pour lui-même. On joue pour les Blue Jays de Toronto, puis on a les résultats sur le terrain en ce moment. Oui, c'est vraiment intéressant. Et je regarde Barger, un excellent œil au bâton en ce moment. Son OPS, c'est incroyable. Là, 823, c'est excellent. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une polyvalence défensive. Autant il peut jouer au troisième but qu'il peut jouer dans le champ extérieur. Et ça, on le retrouve avec plusieurs joueurs des Blue Jays. Nathan Lucas peut jouer les deux coins. Ernie Clement peut jouer littéralement partout dans l'avant-champ. Donc, ça aussi, c'est de belles options pour John Schneider qui, je dois dire, fait très bien là, cette saison. Il y a eu beaucoup de critiques. Encore une fois, moi, je ne suis pas encore son plus grand fan, malheureusement. Mais cette année, on doit l'avouer, par contre, qu'il gère bien ses joueurs défensivement. Et c'est aussi une des raisons pourquoi les Blue Jays connaissent autant de succès. Là. Écoute, tu parles de John Schneider, il faut qu'on en parle. Tu as vu son expulsion contre les Aces à Sacramento? Ah ouais, surtout sa longue marche. Là. Ça, c'est drôle, là, ça me fait rire. Là. OK, on se fait expulser, mais tu dois marcher 3,4 km dans l'enclos avant. Mais lui,
Il en a profité, lui, de cette marche-là. Là. Ça a été jusqu'à la toute fin. pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est David Schneider qui frappe qui était peut-être un circuit, ce qu'on a décidé qui n'était pas un circuit. Évidemment, le fait que les Aces jouent à Sacramento, un stade des mineurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce jour-là que j'ai appris que les poteaux jaunes de coup de circuit sont plus courts dans un stade des mineurs. Donc, c'est ce qui a créé un petit peu la confusion. Il y a eu reprise vidéo. On a jugé que David Schneider avait frappé une fausse balle. Et là, John Schneider débarque sur le terrain. Immédiatement, se fait sortir du match. Puis, il s'est dit, écoute, tant qu'à être là, je vais en donner à l'arbitre pour mon argent. J'ai vraiment vu, pas vraiment vu, là, mais ça faisait longtemps que j'avais vu, disons, une engueulade aussi longue que ça. Puis, il continuait. Puis là, tu avais tiré par le chandail. Puis, il continuait. Puis, il se dirigeait progressivement vers le champ centre parce que les vestiaires sont dans le champ à Sacramento pour les joueurs des matchs. Et il continuait. Arrivait à la clôture, fait signe. C'était un bon coup. Et là, immédiatement, le coup d'après, David Schneider qui frappe un circuit. Tu sais, Hugo, tu le dis, il n'y a personne qui est le plus grand fan nécessairement de John Schneider, là, à part peut-être la direction des Blue Jays. Il n'y a personne qui est le plus grand fan nécessairement de John Schneider. Mais David Schneider, il l'a dit, ça a donné du gaz à notre équipe, puis on aime ça jouer pour John Schneider. Il n'allait pas dire le contraire publiquement, évidemment, mais il l'a dit, ça nous a donné du gaz, cette sortie-là. Ouais, parfois, là, quand l'alignement a besoin de motivation, ça ne vient pas des joueurs. Des fois, les coachs, on doit se mettre dans des situations où, malheureusement, on doit être un peu plus extrême pour créer du momentum. Mais c'est surtout le fait aussi, sur cette séquence-là, que John Schneider avait demandé la reprise, était convaincu de sa shot, était sûr que les arbitres allaient renverser leur décision, finalement non. Et par la suite, et ça, c'est comme une règle non écrite dans le baseball, les gars, vous le savez, une fois que tu frappes un circuit en fausse balle, souvent, tu te fais striker après. Ça arrive de même. Et là, David Schneider, lui, qui a dit non, on en frappe une deuxième, puis celle-là, elle va être bonne, puis elle était loin. Il a vraiment été tempé. Ouais. Écoute, je ne sais pas c'est quoi la configuration dans le champ, Sébastien, mais d'après moi, la balle, elle a tombé sur John Schneider parce que c'est là qui était sorti. Là, sur le logo Las Vegas dans la clôture, là, il y a c'est ça. Et Sébastien, c'est pas mal là qu'il l'a frappé. Je pense qu'il le visait, mais non. tu disais que les joueurs, dont Schneider, qui l'a mentionné lui-même, il apprécie ce genre de choses-là. Puis je pense pas que ça a jamais été un enjeu que John Schneider n'était pas un player's coach. Je pense qu'il a toujours eu une bonne relation avec ses joueurs. C'était vraiment au niveau de la prise de décision à certains moments où c'était plus difficile. Donc, de voir son entraîneur, son gérant sortir de la sorte puis donner du momentum comme ça change, ça change peut-être un match, mais ça change aussi une saison, dans le sens qu'on le sait que tout le monde rame dans la même direction, qu'on veut gagner, que ça part du gérant jusqu'au dernier joueur de cet alignement-là, qu'on s'en va tous dans la même direction. Puis ça peut nous amener très loin une équipe comme ça. Ouais, puis d'un point de vue de l'entraîneur aussi, les gars, quand tu vois ton alignement connaître beaucoup de succès, être un peu plus autonome, entre guillemets, si vous voulez, ça met moins de pression sur les décisions que tu as à prendre. Donc, tu peux vraiment te concentrer sur les décisions importantes et tu n'as pas tout le temps l'arrière-pensée de « OK, qu'est-ce que je dois faire pour m'ajuster immédiatement? Est-ce que je dois faire des remplacements? Est-ce que je dois aller chercher un pitch runner, un pitch hitter? Est-ce que je dois faire cette substitution sur la butte tout de suite? » Donc, voir que tes joueurs sont en contrôle, c'est beaucoup de moins de pression sur l'entraîneur. Ça permet de te concentrer sur des choses importantes. Et on le voit, là, Schneider a l'air beaucoup plus relax aussi cette année. Oui, vraiment. On dirait, l'an passé, ça avait été une saison éprouvante en général là, dans l'organisation des Blue Jays. On dirait que cette année, profite un petit peu plus du fait que ça se passe bien. Parce que là, si on regarde au moment, le classement ne bougera pas là, pour les 48 prochaines heures ou à peu près. Les Blue Jays qui ont une fiche de 55-41 en donc 96 matchs. 2 matchs d'avance sur les Yankees. 3 joutes d'avance sur les Red Sox, 5,5 sur les Rays qui commencent à glisser quand même un petit peu, 2-8 à leurs 10 derniers matchs. Et en termes de wild card, encore une fois, là, c'est les Yankees qui sont au premier rang, donc ils ont ce 2 matchs d'avance-là. Ça va bien pour les Blue Jays, Hugo, mais il y a quand même des trous dans cette formation-là. Les Blue Jays vont être acheteurs à la date limite des transactions, il n'y a aucun doute là-dessus. On veut maximiser la présence de Chris Bassitt et de Bo Bichette qui vont devenir agents libres à la fin de la saison. On veut maximiser aussi les grosses années de Vladimir Guerrero Jr. qui va être là pour les 14 prochaines saisons après celle-ci. Mais on s'entend qu'on ne l'a pas signé pour qu'il soit le moteur de cette formation-là en 2039. Là, c'est dans l'immédiat qu'on veut conserver ses services. Donc, tu regardes ça, Hugo, avec ton œil d'expert. J'essayais de trouver un jeu de mots à piment fort, mais je n'en trouve pas. Donc, avec ton œil de gars... Arrête ça, Charles. Oui, c'est ça. Je vais juste me faire mal. Avec ton œil de gars qui regarde les Blue Jays, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal pour les Blue Jays à la date limite des transactions?
Ben, définitivement, je regarde la rotation en ce moment, une rotation quand même relativement vieillissante. Je pense quand même que l'homme de confiance de John Schneider, ça va être José Berrios, mais il faut quand même un deuxième bras partant qui pourrait être intéressant pour eux. Les Blue Jays, c'est quand même une équipe qui aime ça, faire des matchs par comité pour les lanceurs. Je pense vraiment que ça va être la cible. Moi, les gars, je regarde un gars comme Jake Bird là, au Colorado. Là. Jake Bird, là, c'est quand même assez intéressant ce qu'il peut amener dans une équipe. Présentement, une moyenne de 2,23. Il a lancé 40 manches et un tiers environ cette saison. Pour un deuxième releveur, mettons sur un start d'Eric Lauer, ça pourrait être intéressant, un gars comme ça. Il y a beaucoup de vélocité, beaucoup de mouvement dans ses lancers. Mais si on parle de gars qui peut être un peu plus lancer à long terme, ben, on ne parle pas beaucoup des Marlins. On sait que Sandy Alcantara, ça va être vraiment une cible pour certaines équipes. Je ne pense pas que ça va être la ligne directrice des Blue Jays de Toronto. Par contre, un gars qui pourrait être intéressant, c'est Edward Cabrera. Edward Cabrera qui est un peu plus jeune, mais qui a quand même une excellente saison cette année. Ça va être quelque chose d'intéressant parce que ce gars-là peut vraiment apprendre. C'est un lanceur de balle rapide, vraiment, vraiment électrisant. Il y a une balle cassante, une balle courbe tellement dévastatrice. Là. C'est genre une 12-6 avec un peu de slide dedans. Là. C'est fou raide, mais ça peut être un gars qui peut aller loin dans les manches. Et je pense vraiment que c'est un gars qui peut vraiment faire la distance, apprendre à faire la distance aussi. Il coûte pas cher aussi. Il est à sa dernière année de contrat en ce moment, 1,95 millions avec les Marlins après pour aller en arbitrage. Moi, je pense que ça peut être une situation intéressante pour les Blue Jays d'aller chercher un jeune joueur auquel on peut vraiment avoir confiance. Donc, je pense que Cabrera devrait être la cible principale. Mais sinon, il y a d'autres lanceurs partants, dont un vétéran comme Andrew Heaney qui pourrait être intéressant aussi. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être en demande. Je ne sais pas, on en a parlé là, dans les dernières semaines, Sébastien, le fait que il y a maintenant 6 équipes qui font les séries dans chaque ligue, puis la date limite du 31 août, 1er septembre du ballottage révocable n'existe plus. Les équipes doivent prendre des décisions maintenant, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont hors de la course. Donc, par la force des choses, il y a peut-être des clubs qui décideront de ne pas vendre. Là-dessus, Sébastien, un joueur qu'on va surveiller chez les Blue Jays, mais en général aussi, c'est Joe Ryan. Parce que si Joe Ryan est disponible sur le marché des transactions, il va être en demande, puis d'après moi, il y aura surenchère, puis il y aura peut-être un très, très fort prix payé en termes d'espoir si on veut espérer le déraciner du Minnesota, mettons. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que ce n'est pas une location. Donc, tu peux être prêt à payer plus cher pour l'avoir pour plusieurs saisons. Les Jays, je ne pense pas qu'on veut seulement y aller pour cette saison. Donc, je ne pense pas qu'on va se déshabiller nécessairement pour à tout prix remporter les grands honneurs en 2025. Je pense qu'on est en train de construire quelque chose de bien. On est peut-être en avance sur ce qu'on pensait, mais on doit construire autour de ça. Donc, un gars comme Joe Ryan, ça peut être très, très intéressant. Comme Cabrera que tu mentionnais tantôt, des gars qui peuvent revenir l'an prochain puis pour les saisons suivantes, que tu peux ajouter des pièces à ces gars-là par la suite. Là, ce qui reste à savoir, c'est le prix que ça va coûter puis est-ce qu'on est capable de payer chez les Jays? Quels espoirs on va devoir donner? Est-ce qu'on est prêt à donner un Trey Savage en retour d'un gars comme Joe Ryan? Ouais. Ça va être un pensez-y bien, mais il va y avoir une décision qui va devoir se prendre par l'état-major des Jays. Est-ce que vous pensez, les gars, que sacrifier un gars comme Bowden Francis pourrait être quelque chose d'intéressant chez les Blue Jays? Je pense que Francis a quand même eu un bon potentiel quand il a commencé. Là, cette année, une mauvaise saison, blessure, mais je pense pas qu'on abandonne. Je le compare un peu à Kirby Dach avec le Canadien. Il y a tout le temps le potentiel qui est là, mais il n'y a pas le résultat. Là. Fait que je ne sais pas si ça peut intéresser des équipes sans forcer les Blue Jays à devoir dépenser beaucoup. Mais je pense que lui aussi, ça pourrait être un joueur intéressant pour un échange. Moi, j'ai l'impression que sa valeur n'est pas élevée en ce moment. Fait que je ne pense pas que ça vaut la peine de l'échanger présentement parce que je ne pense pas que tu vas recevoir la pleine mesure de ce qu'il vaut. S'il y a une bonne fin de saison, peut-être que la discussion peut avoir lieu durant la saison morte. Si, mettons, là, durant la saison morte, tu dis, mettons, je vais aller chercher un lanceur, puis ça prend un Bowden Francis, puis il a connu une bonne fin de saison, peut-être. Mais présentement, je ne vois pas quelle équipe voudrait donner un gros morceau contre Bowden Francis. Puis je ne vois pas. Si tu donnes un autre gros morceau, je ne vois pas à quoi bon ajouter Francis rehausserait à ce point-là la transaction. Ouais. Donc, j'ai mes doutes, mais la question est intéressante parce que tu l'as dit, il y a un potentiel, puis des équipes vont toujours rechercher du potentiel. À moins qu'un club le voit dans sa soupe, vraiment. Qu'on voit vraiment le potentiel de ce gars-là. Puis, tu parlais, Charles, de faire la différence dans un échange. Si une équipe l'aime beaucoup, peut-être que c'est le gars qui peut faire la différence.
Mais ça se danse à deux. Là, fait qu'il faut trouver la bonne équipe qui voit Bowden Francis peut-être un petit peu plus gros que ce qu'il vaut présentement. Sinon, bien, peut-être qu'il vaut mieux le garder parce qu'on a besoin de bras aussi dans la rotation. Là. On ne sait pas comment il va réagir l'an prochain ou en fin de saison. Peut-être que ça va être le Bowden Francis qu'on a connu par le passé. Ça reste à voir. Hugo, on a une question ici, un commentaire sur les Blue Jays, en fait, de Jean-Michel qui nous dit la grosse différence de cette saison pour les Jays, c'est plus de balles en jeu, plus de courses, plus d'amortis et moins de retrait au bâton dans les meilleurs des majeurs. Ça revient un peu à la petite balle, la small ball. Les Blue Jays l'appliquent un petit peu plus aussi par la force cette saison. Puis ça fait des différences parce que oui, il y a des coups de circuit qui peuvent te faire gagner, puis il n'y a personne qui enlève ça. Mais si tu reviens un petit peu plus à la base, les Jays qui ont toujours eu une bonne défensive dans les dernières années, depuis, tantôt, tu as parlé de Gurriel puis Teoscar, il y a eu ce mouvement-là, c'est comme la 3e année où on mise un petit peu plus sur la défensive. Ça commence à rapporter là, justement ces effets-là, en plus évidemment de l'offensive qui fonctionne. Ben oui, effectivement, les Blue Jays, parmi les meilleurs des majeurs pour mettre des balles en jeu. Et ça, ça fait, c'est que dans l'instance d'un match, ça va tout le temps mettre de la pression sur la défensive. Tu vas jouer un peu dans la tête du lanceur, il ne va pas vouloir faire d'erreur ou aller chercher un pitch qui peut malheureusement échapper pour aller chercher un retrait sur des prises. Mais quand tu mets constamment la balle en jeu, la défensive ne va jamais te break. Là. Puis ça, c'est forcer une erreur, c'est augmenter la pression. Les Blue Jays sont excellents là-dedans. Puis il y a vraiment des bons joueurs pour faire ça. Je pense à Ernie Clement qui a été un peu le jack of all trades cette année. Peut autant frapper la longue balle, mais des coups sûrs opportuns, capable de déposer des amortis intéressants aussi. Alejandro Kirk, qui n'a pas... écoute, Alejandro Kirk, là, c'est facile. Là, si la balle est aux yeux, puis on fait passer les mains dans la zone, là, ça y va. Là, lui, c'est vraiment ça. À 2 prises, c'est tellement démoralisant pour un lanceur quand tu as 2 prises, puis tu accordes un coup sûr finalement. Tu sais, des gars comme ça, j'en oublie un, mais Jonathan Classy, c'est lui que je vais parler. Nathan Lucas aussi, là. Oui, Nathan Lucas aussi. C'est 2 gars extrêmement rapides qui peuvent déposer des amortis à des moments opportuns. Les Blue Jays, ça fait partie du collectif, justement, l'esprit collectif de jouer pour le logo, jouer pour le nom, au lieu de jouer pour ses stats individuels. Et ça fait vraiment la différence parce que même à ça, ils peuvent profiter. Le nombre de fois que les Classiques, les Lucas se sont rendus sur des buts à cause d'amortis, c'est vraiment plus positif qu'on le croyait. Puis là, je parle même pas de Tyler Heineman aussi, qui lui avait connu un début de saison électrisant, mais c'est un excellent deuxième catcher à Toronto. Donc, non, c'est ça, c'est vraiment le fait de mettre des balles en jeu, c'est super important. C'est un super bon point. Sébastien, j'ai lu un commentaire qui est revenu un petit peu dans les derniers jours. Je veux te le soumettre, puis Hugo, tu renchériras après. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit tantôt, d'équipes qui vont rechercher des lanceurs partants. C'est peut-être pas tout le monde qui va réussir à aller chercher le bon lanceur partant. Et on dirait qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs. Je pense à un AJ, puis je ne sais jamais comment dire son nom. Pierzynski. AJ Pierzynski. Merci beaucoup. Qui, je pense que c'est lui du moins qui mentionnait, sinon, au lieu de combler tes faiblesses, renforce tes forces. Fait que, il dit, mettons, au pire, là, si on applique aux Blue Jays, va te chercher encore plus de releveurs pour te créer une super relève. Va te chercher encore plus d'attaques. Est-ce que tu vois ce chemin-là être emprunté par les Blue Jays si jamais ça ne fonctionne pas justement dans le but d'aller chercher un lanceur partant à la date limite? Parce qu'on va se le dire, là, un lanceur partant, ce sera la priorité là, à la date limite. Bien, il faut que ce soit la priorité. Puis il faut tout faire pour combler cette lacune-là chez les Jays. Si ça ne fonctionne pas, en dernier recours, oui, on peut aller renforcer nos forces. Par contre, il faut quand même peut-être pas aller jusqu'à mettre tous nos œufs dans le même panier pour aller chercher un lanceur, mais c'est vraiment ça qu'on a besoin. Puis c'est sûr qu'en ajoutant des releveurs de qualité, ça va aider nos partants aussi. Mais par contre, quand tu arrives en séries éliminatoires puis que tu peux miser sur seulement 3 gars, puis qu'il y a un soir donné dans une série 3 de 5, ça ne fonctionne pas, ben, tu es déjà dans le trouble. Fait que, ça te prend d'autres gars dans cette rotation partante-là qui t'amènent la profondeur, qui t'amène cette confiance-là aussi. Quand un lanceur arrive au monticule, que tu sais que ce soir-là, ça risque de bien aller, tu n'auras pas besoin de marquer 7 points. Dès que tu prends les devants ou que tu marques quelques points, tu sais que tu es en confiance, que tu es en voiture, puis que le match va suivre son cours, la relève va embarquer, puis tu risques de remporter le match. Donc, vraiment, la priorité doit rester là. Si jamais ça ne fonctionne pas pour X raisons, bien oui, il va falloir faire d'autres ajustements parce que ce club-là n'est pas parfait. Ça va bien, mais il n'est pas parfait.
Non, effectivement, je suis d'accord avec ça aussi. Tu sais, c'est toujours bon parce que même si tu pousses dans tes forces, ben, ces lacunes-là vont toujours être présentes. Fait qu'à un moment donné, ça va craquer malheureusement. Puis comme Seb l'a dit, c'est un point super intéressant en série. Quand tu coupes ta rotation, mais tu dois être capable de t'assurer que ta profondeur qui va venir un peu plus tard dans les parties ou qui est les plans B quand ça marche moins, ça doit être solide ça aussi. Puis en même temps, pour le long terme, chez les Blue Jays, je pense qu'on a une vision quand même relativement jeune. Être capable d'aller chercher un gars talentueux présentement qui est jeune, ça va vraiment juste continuer cette stabilité-là au sein de l'alignement. Donc, c'est vraiment, vraiment une priorité. On va voir évidemment ce qui va se passer du côté des Blue Jays. C'est le 31 juillet qu'aura lieu la date limite des transactions. Donc, ça arrive très, très, très rapidement. Vous pouvez suivre ça évidemment dans les prochaines semaines sur le passionmlb.com. Sébastien, ça fait le tour pour ce qu'on avait sur les Blue Jays. Allons-y avec ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Évidemment, le talk of the town, ce qui s'est passé dans le baseball majeur, c'est les festivités des étoiles avec le match des espoirs, avec le repêchage, avec le concours de coups de circuit, avec le match des étoiles et avec le deuxième concours de coups de circuit auquel on a eu droit en fin de match. Allons-y chronologiquement. On a parlé du repêchage un petit peu tantôt du point de vue des Québécois. Ça coulait dans la conversation, mais évidemment, il y a eu à peu près 600 autres choix qui ont été effectués. On n'en parlera pas un par un, bien évidemment, mais on peut quand même aborder le sommet de la pyramide, Sébastien, du côté du repêchage. Eli Willits, finalement, qui a été le premier choix des Nationals de Washington. On pensait que c'était une surprise jusqu'à temps que Tyler Brandmer se fasse repêcher par les Angels. Ça a été, Sébastien, un top 2 assez surprenant, quand même, 2 joueurs de talent, personne nie ça, mais ça a été quand même un top 2 surprenant. Oui, exactement. Eli Willits, c'est tel que tel, dans le sens que je l'avais autour du 4e rang. Ça reste dans le top 5, ça reste un excellent joueur. Il y a certaines décisions qui se prennent, souvent en raison de l'argent, dans le haut de la première ronde. Ouais. Mais Tyler Brandmer, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, ça me décourage un peu dans le sens que ce gars-là est excellent. J'ai aucun problème là-dessus. Mais les équipes de petits marchés ou les équipes qui ne veulent pas payer vont chercher ce genre de joueurs-là. Après ça, vont se plaindre que les autres formations qui, plus tard dans le repêchage, vont sélectionner de meilleurs joueurs qu'ils auraient pu avoir, justement parce que toi, tu as décidé de prendre un joueur peut-être un petit peu moins, qui ressort un petit peu moins du lot. Puis là, après ça, l'écart entre ces équipes-là s'agrandit. Tu as la chance de construire ton équipe, de bâtir une bonne formation à partir du repêchage. Tu repêches au 2e rang. Puis sans rien enlever à Bremer, tu as Ethan Holiday qui est encore là. Tu as Cade Anderson qui est encore là. Qui est parti tout de suite après. Là. Qui est parti tout de suite après. Et malgré ça, tu ne les repêches pas. Donc, je comprends le point de vue financier, je comprends la certaine stratégie là-dedans, mais c'est un petit peu décourageant. C'est assez. Ouais, vas-y, Hugo. Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça que j'allais dire. En fait, les Angels, là, en ce moment, c'est pas. Écoute, on dirait que c'est un peu plus difficile la sélection par rapport à ça. Un peu comme Sébastien, j'ai rien contre Tyler Bremner, mais genre, quand tu as Cade Anderson, tout de suite après, qui est probablement le meilleur espoir sur la butte, tu peux pas, là. Puis, on sait que les Angels, c'est difficile sur la butte. Oui. Les Mariners, ils n'ont plus besoin de bons lanceurs, ils en ont en masse. Eux autres, en voulant, on parlait tantôt de renforcer nos forces un petit peu. Là, les Mariners, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait en repêchant Cade Anderson. J'ai l'impression aussi, puis tu as raison, Sébastien, de mentionner que le bonus d'argent, parce que chaque choix, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, est attribué un montant d'argent. Donc, tu sais, le choix numéro 1 vaut 11,8 millions de dollars. Le choix numéro 2 vaut 10,25. Puis, tu prends les 6 choix comme ça, les 600 choix, là, de 1 à 600, ils ont tous une valeur. Puis, tu prends tous tes choix, tu additionnes la valeur monétaire et c'est ce que tu as. Donc, si tu as un espoir que tu repêches au 2e rang, mais qui demande un petit peu plus d'argent, il faut que tu coupes sur le boni de quelqu'un d'autre qui est repêché un petit peu plus bas. Donc, le repêchage est dans les faits un très, très grand jeu de négociation. Je pense que ça a penché dans la balance. Je pense aussi que les Angels, qui adorent amener leur choix de première ronde très rapidement, se sont peut-être dit que Brandmer était un peu plus près que Cade Anderson de rentrer dans le baseball majeur, de faire la différence dans cette rotation-là. C'est de penser un peu à court terme pour une équipe qui est jamais en série depuis 2014, mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie de
discussion. Donc, pour répondre à la question de Matt, est-ce que le choix tardif d'Ethan Holiday fait partie du salaire attribué au choix du repêchage? Ben, la réponse, c'est fort probablement, parce qu'on ne peut pas le savoir avec certitude, mais ça a sûrement fait partie justement de l'équation. Et ça a probablement fait en sorte, Hugo, que justement, Ethan Holiday, qui est sorti après ces trois-là, qui s'en va dans l'ancienne équipe de son père chez les Rockies du Colorado, ben, il pourrait justement devenir un de ces vols-là du repêchage. Rappelle-toi, Hugo, il y a quelques semaines à peine, on voyait encore Ethan Holiday se faire repêcher à Washington. On voyait déjà la rivalité Baltimore-Washington entre les deux frères, comme ça, deux équipes qui sont géographiquement très proches. Et là, à la place, ben, on a cette belle histoire-là d'Ethan Holiday qui s'en va reporter le chandail qu'il avait quand il avait 2-3 ans puis que son père était un membre des Rockies. Ben oui, exactement. Le Matt Holiday qui a été drafté aussi là, au Colorado. Mais écoute, Ethan Holiday, c'était le favori. C'est un joueur d'haricot tellement complet. Encore plus de puissance au bâton que son frère Jackson. C'était vraiment le whole package. Si vous avez trippé sur Jackson Holiday, vous allez capoter sur Ethan Holiday. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle histoire. Mais maintenant, ça va être au Colorado, aux Rockies, de faire attention parce qu'on en a eu beaucoup des joueurs avec beaucoup de puissance au bâton, des joueurs complets. Je pense à des Brandon Rogers de ce monde, à des Ryan McMahon qui sont encore un peu fragiles. On dirait que oui, ont beaucoup d'upside, mais ont beaucoup de lacunes aussi. Rogers qui a quitté l'organisation. Donc, pour ce qui est d'Ethan Holiday, c'est un perfect match. Si on a vraiment comme une belle manière de se ressaisir dans le développement d'un jeune au Colorado, il faut que ça passe par lui parce que c'est tellement une belle histoire, je trouve. Et probablement qu'il y a eu un gros soulagement de la part des Rockies au repêchage quand on a vu Eli Willett sortir. J'ai rien contre Eli Willett, c'est un gars de high school, c'est un gars avec beaucoup de potentiel aussi. D'ailleurs, je dois dire, les gars, 10 gars de high school en première ronde, c'est quand même assez impressionnant. On va les chercher jeunes. Puis, j'ai hâte de surveiller ce qu'il va faire Holiday dans les prochaines années. Mais le but est de le monter rapidement, ça, c'est sûr et certain. Oui, assurément. Puis un autre vol du repêchage aussi, ben pour moi, c'est Ike Harris avec les Orioles de Baltimore. Moi, je l'avais dans le top 10. Les Orioles qui, oui, peut-être à première vue, n'ont pas besoin d'un autre receveur. On a Adley Rutschman, on a Sam Basayo, mais d'aller chercher un joueur de cette trempe-là au 19e rang, je pense que ça aussi, c'est un des vols de cette première ronde. Oui, assurément, avec Irish. En fait, c'est parce que ce qui est intéressant du côté des Orioles, c'est que si on commence à descendre encore plus et que finalement on décide de se retourner et vendre, peut-être qu'Adley Rutschman pourrait partir. Je pense pas que c'est le but. Je pense qu'on veut le garder le plus longtemps possible à Baltimore, mais c'est quand même un scénario qui peut être relativement plausible pour eux si ça continue à aller mal. Avec Irish, ben, c'est un excellent potentiel. Il est tellement bon. Là, j'ai vu, écoute, son pourcentage de framerate de prise volée, là, c'est incroyable en ce moment. Et c'est un gars qui travaille tellement bien avec ses lanceurs, a une très bonne communication, est toujours là pour avoir le dessus. Sa sélection de lancers, constamment en train de parler avec le coach des lanceurs, c'est super, super impressionnant de le voir là. Et moi, les gars, je vais vous dire, au repêchage, moi, j'ai aimé que les Cards aient cherché un gars comme Liam Doyle. Un gars qui a un peu de la misère avec son contrôle, mais écoute, d'une agressivité intense, là, veut tout le temps gagner et de la pédale dans le fond tout le temps, a beaucoup, beaucoup de mouvements et c'est un lanceur gaucher, ça fait toujours du bien à voir dans son alignement. Donc, ouais, vraiment, là, on a vu des belles surprises au repêchage cette année. Oui, puis Liam Doyle, un autre qui a glissé parce que justement Tyler Bremer est sorti probablement trop tôt pour ce qu'il peut donner pour le moment. On ne sait pas comment il va se développer, exact. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles des joueurs comme ça sont sortis plus tard dans le repêchage. Petit mot pour rajouter aussi sur la position des joueurs. Tu mentionnais les Orioles qui ont repêché un receveur, ça avait fait jaser. Les positions, premièrement, peuvent changer. De toute façon, c'est tous des joueurs d'arrêt-court. Ça a été flagrant cette année, mais si tu es le meilleur joueur de ton état ou de ton école, peu importe, puis tu es capable de jouer au deuxième, au troisième, puis à l'arrêt-court, devine où est-ce que ton coach au secondaire va te faire jouer. C'est tous des joueurs d'arrêt-court. Il y en a beaucoup qui vont changer de position par la force des choses. Mais il ne faut pas oublier que, contrairement, par exemple, à la NFL, où c'est beaucoup du plug and play, tu repêches un gars puis tu le places, donc tu repêches peut-être un petit peu plus en fonction des besoins. Au baseball majeur, la majorité des espoirs vont avoir besoin de 3, 4, 5 ans, surtout pour ceux qui sont repêchés du secondaire pour arriver. Tes besoins ont le temps de changer 14 fois depuis ce temps-là. Puis si jamais tu as vraiment un surplus de receveur puis que c'est ta meilleure option de le repêcher en termes de talent, ben tu l'échanges puis tu vas te chercher un lanceur ou des trucs comme ça. Donc, c'est une répartition du talent qui se fait après. C'est vraiment au baseball, il faut repêcher le meilleur talent disponible, puis après, tu dispatches parce que, aussi, un élément qu'il faut noter de ce repêchage-là, c'est que tu ne peux pas échanger les choix au repêchage. Donc, tu ne peux pas te dire, je suis rendu là, j'aimerais ça baisser un petit peu comme on voit au hockey ou quoi que ce soit. Les seuls choix
que tu peux échanger, en fait, pour répondre à une question de Matt ici. Ce sont les choix compensatoires. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je vais avoir l'air d'un bon fonctionnaire, puis je vais te dire le règlement, c'est le règlement, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a été instauré comme ça, mais les choix de repêchage ne peuvent pas être échangés au baseball. Donc, par la force des choses, ça crée ces situations-là. Sébastien, en finissant sur le repêchage, peut-être un petit mot sur Jojo Parker, le choix numéro 8 des Blue Jays de Toronto, un arrêt court, évidemment. Oui. Mais qu'est-ce que tu vois en Jojo Parker? Ben, tu parlais justement de changement de position. Je ne suis pas sûr que Jojo Parker va terminer sa carrière à l'arrêt court, mais ça reste quand même un excellent joueur que les Jays ont mis la main dessus. C'est un joueur qui est capable de frapper pour la puissance. Est-ce qu'il va être capable de poursuivre dans cette veine-là dans les majeurs? Je ne le sais pas, mais au moins, il y a ce potentiel-là de puissance qu'on ne voit pas nécessairement avec tous les joueurs qui sont repêchés. Donc, c'est de bon augure pour les Jays. Ouais, 25 circuits cette année pour Jojo Parker. C'est un frappeur gaucher aussi, ça c'est intéressant. C'est tout le temps important d'en avoir dans son alignement. Donc j'ai bien hâte de voir. Je déteste pas cette sélection-là des Blue Jays. Mais j'ai hâte de voir comment il va se développer. Je pense que c'est un gros point d'interrogation pour la plupart. Là. Je regardais même des médias, des podcasts de Toronto là, qui regardaient le repêchage en live. Ils n'étaient pas trop sûrs de la sélection de Parker. Mais on aime les frappeurs de puissance à Toronto, donc on va essayer de pousser dans cette veine-là. Encore une fois, ça revient à améliorer les forces qu'on a déjà dans l'alignement. Donc j'ai hâte de voir. Théorie du complot, les Twins du Minnesota adorent Jojo Parker puis ils préparent une transaction pour Joe Rock. Là, c'était le repêchage. Par la suite, on a eu droit au concours de coups de circuit. Hugo, je te lance d'entrée de jeu. Savais-tu ça, toi, que le baseball majeur était capable de mesurer au pouce près un coup de circuit? Ah ouais, non, je savais pas. Écoute, et moi, je vais vous avouer quelque chose, les gars, en rentrant, moi, Brent Rooker, c'était ma sélection. C'est un gars qu'on parle pas assez. Il est tellement imposant là, avec les Aces. Il a beaucoup de puissance. Donc, à voir que ça s'est terminé sur un pouce avec Cal. Tu sais, je veux dire, Cal Raleigh, c'est tellement la belle histoire présentement. Tu peux pas aller contre ça. Je suis vraiment content pour lui qu'il ait remporté la compétition de coup de circuit. Premier catcher à l'avoir fait dans l'histoire aussi, là, on doit le souligner. Mais il a beaucoup de puissance, Cal Raleigh, et frappe des deux côtés. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Oui, puis ça aussi, c'est une première. C'était jamais arrivé qu'un frappeur ambidex l'emporte. Le concours de coups de circuit en général, Sébastien, comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu étais. Avant, je jouais ta casquette. La première question, parle-moi de ça. C'est là que je m'en allais. J'allais dire, ça a été un excellent show. D'après moi, Jazz, il n'a pas trop aimé ça. Là. Moi, j'ai aimé le 7/8e de la première ronde. Ouais, c'est ça. Comment tu peux aller au concours de coups de circuit puis en frapper 3? Total tout, là, 3. Ouais. C'est sûr que probablement que Jazz Chisholm n'a pas nécessairement d'affaires dans un concours de coups de circuit. C'est pas le frappeur de puissance et tout. Non. Mais quand même, tu as des gros ballons de plage qui arrivent, puis il y en a seulement 3 qui se retrouvent de l'autre côté de la clôture. C'est assez surprenant, mais ça fait partie du jeu. Ouais. On a eu une ronde aussi qui a fini 8-7 ou 7-6, je ne me rappelle plus. Là. Donc, il y a eu certaines rondes où c'était un petit peu plus difficile, mais sinon, point de vue spectacle, pour moi, j'ai bien aimé l'événement, comme à chaque année ou presque. Oui, c'est ça. Même si ce n'est pas toujours les plus gros noms qui sont là, c'est quand même toujours le fun. Mais ça nous permet, Hugo, aussi de découvrir des noms. Puis je suis certain qu'il y en a beaucoup ils vont peut-être regarder du côté de Tampa Bay pour voir Caminero frapper la façon dont... Tu as lu dans mes pensées. T'as dit dans mes pensées, c'est exactement là que je m'en allais, voir un gars comme... Puis c'est drôle parce qu'avant le concours des coups de circuit, j'en parlais en ondes, j'étais comme Junior Caminero, je sais pas à quel point il y a des gens qui veulent voir des Junior Caminero, quand il y a des Aaron Judge, quand il y a d'autres mondes qui peuvent frapper la longue balle, qui peuvent donner un spectacle. Mais Caminero a donné un spectacle et on sait vraiment que c'est un des grands espoirs là, à Tampa Bay. Joue un excellent 3e but présentement, est arrivé en relève de José Ramirez qui a désisté cette année. Donc vraiment, c'était une belle opportunité de se faire valoir. Il a vraiment saisi sa chance. Je pense que les Rays vont être encore plus suivis. Eux qui, oui, sont un peu plus loin dans la course, dans l'Est américaine, mais ils sont toujours là. Ils vont toujours être là, les Rays. C'est assez impressionnant ce qu'ils font. Donc, Caminero, c'est la source de ce succès-là. Donc, c'était vraiment cool de le voir frapper autant de longues balles, mais il y a vraiment beaucoup de puissance, ce gars-là. C'est impressionnant. Mm-hmm. Puis O'Neal Cruz, il l'a-tu pincé, les gars? Et il a tatoué, il a tué cette balle-là. Je pense qu'il est pas tombé encore, hein? Ouais, 513. C'est le plus long circuit
de l'histoire du concours, si on oublie le course field, évidemment, là, qui est dans une classe à part, mais c'était vraiment quelque chose de voir ça. C'était mon choix au Neil Cruz, puis quand il a fait ça, il avait commencé super fort en plus, je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai choisi, justement, ça m'a comme réconforté un petit peu dans mon choix, mais c'est ça, il y avait beaucoup de gars, dont oui, qui frappaient fort, mais dont l'angle de sortie est bonne, dont la vélocité est excellente aussi. Donc, la MLB avait quand même bien choisi ses joueurs. Puis, c'était. Bon, écoute, à part Jazz, mais je veux dire, c'était quand même. C'était 7 joueurs qui avaient leur place, là, quand même. Ouais, exact. Puis c'était hâte de voir aussi des joueurs à la O'Neal Cruz, à la Byron Buxton, qui n'ont pas nécessairement la shape, si vous voulez, d'un cogneur, d'un frappeur de circuit qui sont capables. Tu sais, Buxton aussi a quand même donné un bon show. Mais non, effectivement. Il s'est pas blessé aussi. Oui, surtout parce qu'on avait peur. On avait peur, on ne sait jamais avec ce gars-là, c'est vrai, c'est un bon point. Mais écoute, moi, là, les gars, quand je jouais, j'étais joueur le premier but. Je vais vous avouer que si O'Neal Cruz la rate d'un demi-pouce, puis c'est un roulant à 115 000 à l'heure qui s'en vient, là, j'ai peur. C'est qui? J'ai un blanc, mais il y a un joueur de premier but du baseball majeur qui a tweeté durant le concours. C'est Vinny Pasquantino, je pense. C'est ça. C'est Pasquantino, d'ailleurs, qui a volé le show un peu sur Twitter durant la soirée. Il était drôle. Mais lui, il l'a dit justement, là, je vous confirme que tu te serres un peu les fesses là, quand c'est un gars comme O'Neal Cruz qui se présente au bâton parce que tu veux pas qu'il l'échappe, justement. Exact. Olivier qui nous dit, même moi qui est un fan inconditionnel des Yankees, j'avais un peu honte de la contre-performance de Jazz au concours de coup de circuit. Je pense que tout le monde, peut-être qu'il y avait encore ses mots d'épaule qui faisaient mal ou quoi que ce soit, mais peu importe. Il ne voulait pas changer son swing, ça a l'air. C'est ça qu'il a dit après la compétition. Je ne voulais pas changer mon swing. Ben écoute, il s'est très très bien préparé pour la deuxième moitié de saison pour claquer des doubles dans l'allée. Ça, c'est il va en avoir du double. Son élan n'a pas été déréglé. Là. Non, c'est ça. C'est un frappeur de double dans l'allée, justement. Dans cet événement-là, c'est ça. Oui, il devait se sentir mal, mais oui, il pouvait faire un petit peu plus, mais c'est sûr qu'il n'allait pas remporter ce concours-là. Est-ce que j'étais le seul, Sébastien, qui espérait dans son petit meeting qu'Aaron Judge fasse « Va t'aider le kid ». J'espère, je m'en occupe. Ouais, c'est ça. Matt qui nous demande ici, est-ce que Cal Riley, est-ce qu'il fallait qu'il gagne le concours pour confirmer sa saison présentement? Qu'il gagne, non. Écoute, fallait pas qu'il fasse un Jazz, là, je veux dire, s'il faisait un petit 3 de circuit. Mais s'il performait bien, ça le confirmait parce que c'est pas parce que tu es un bon frappeur en saison que tu vas aller être forcément au concours de coup de circuit non plus. Des fois, le setup est un petit peu différent. Donc, non, à mes yeux, non, mais il fallait quand même qu'il offre une bonne performance. Ben, c'est sûr que quand tu finis à un circuit du record de Barry Bonds avant le match des étoiles, tu n'as pas le choix de frapper des bombes. Là. Sinon, c'est un peu... Belle histoire aussi d'ailleurs avec son père qui lançait son jeune frère de 15 ans. Son jeune frère de 15 ans d'ailleurs, là, Sébastien était un receveur. Là, tu l'as vu, là, il contrôlait en arrière, là, puis il était capable de donner des petits conseils. Évidemment, il ne rendait pas le show, là, mais il donnait des conseils à son père. Devrait peut-être lancer ici. Puis, pour un kid de 15 ans avec son père et son frère vedette du baseball majeur, là, moi je l'ai trouvé quelque chose, là, ce petit gars-là. Ben, moi, je le connais pas, mais d'après moi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Là. Non, il avait l'air d'un naturel. En tout cas, j'espère que son père a pris des conseils comme il faut, parce qu'il a quand même hit by pitch, son gars, durant la compétition, pour le faire. Mais ça vient avec une pression, ça. Tous les gens qui sont là sur place, tous les téléspectateurs qui te regardent, tu dois mettre la balle en plein cœur du marbre. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est beau quand quelqu'un le fait avec son père comme ça, mais c'est pour ça aussi que des fois, tu vois comme le gars, il a pris celui qui lance le BP à tous les jours avec son équipe. Je comprends pourquoi il l'a fait aussi. Exact. C'est important. Bryce Harper, c'était son père aussi. Puis moi, je me souviendrai toujours quand il a gagné, quand le match des étoiles était à Washington. C'était malade. Là. C'était sa dernière année, je pense, en 2019. Oui, exact. 2018, En 2018, c'est ça. Oui, parce qu'il n'a pas gagné la Série mondiale. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, 2018, exact. Oui, exact. Ça, c'était donc pour le concours de coup de circuit. Match des étoiles en tant que tel. Hugo, penses-tu que Paul Skeens a pris goût à avoir du support offensif? J'espère pour lui. On s'entend, c'est 2 points là aussi. Là, c'est pas. Écoute, on n'est pas capable d'avoir 2 points dans les 3 derniers matchs des Pirates. J'ai un peu mal à la tête en disant ça. Mais écoute, Paul Skeens, c'est ça. Là, je peux pas vraiment rajouter sur ce qu'il fait en ce moment. C'est incroyable. Puis, il est arrivé. Parce que ça aussi, là, c'est un gros débat que j'ai eu. Avoir
connaissance de cause des jeunes lanceurs et potentiels qui peuvent en devenir. Tu sais, Skeens, quand il est arrivé dans les majeurs l'an passé, je crois que c'était 11 départs qu'il y avait quand il y a eu sa sélection au match des étoiles, puis qui a été annoncé partant. C'est peu, l'échantillon est tout petit. Et là, justement, l'arrivée de Jacob Mezurowski cette année, à la place de Ranger Suarez, les Phillies n'étaient pas contents. Zach Wheeler qui a été public avec ça. Mezurowski qui était un peu malaisé aussi par rapport à ça dans la journée média, qui a lancé une manche, lui, qui avait eu seulement 5 départs. C'est des phénomènes de la nature. Je pense que les partisans doivent comprendre que ces gars-là vont être là longtemps. Ils vont être bons longtemps. Et écoute, Skeens, c'est un exploit incroyable qu'il y ait 2 départs de la Ligue nationale ces 2 premières années dans la MLB. Ça a été jamais vu avant. C'est le premier de l'histoire à faire ça. Donc, chapeau à lui. Et pour vrai, moi, ça me fait capoter à quel point, même si tu n'es pas l'équipe la plus productive du baseball majeur, essaye de faire de quoi pour lui, parce que lui, il t'en donne tellement. Là. C'est pas normal d'avoir une fiche de 4-8 et une moyenne de points alloués de 2. Là. Non, c'est ça. C'est assez spécial. Juste pour confirmer, quand tu dis qu'ils vont être là longtemps, tu veux pas dire là, genre Milwaukee puis Pittsburgh. Non, ils vont être là. Ouais, exact. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, tout le monde comprend qu'ils vont être là longtemps, sauf les Pirates et les Brewers. C'est un petit peu moins pire pour les Brewers. Là. Ouais. Les Pirates, c'est désolant. C'est vraiment plate. Ils ont vraiment des lanceurs intéressants, les 2 clubs. Freddie Peralta est très bon cette année avec les Brewers. On a Brandon Woodruff qui est revenu aussi avec Mezurowski, c'est intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup Jared Jones du côté de Pittsburgh. Lui aussi, je trouve que c'est un lanceur intéressant. Donc, non, c'est vraiment, vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Ouais. J'ai hâte de voir Bubba Chandler qui pousse aussi. Ouais, je ne sais pas ce qu'on attend pour le monter, là, mais non, ils ont un potentiel, mais c'est juste que ça prend un propriétaire qui met la main dans son portefeuille puis ça exact. Non, c'est sûr. Match des étoiles, Sébastien, on a vu Clayton Kershaw aussi qui parlait d'ailleurs en direct au broadcast pendant qu'il lançait. J'ai adoré le voir prendre des conseils. Je pense que c'était à John Smoltz à un moment donné qui disait. Ouais, John Smoltz qui parlait, ouais. Qu'est-ce que tu lancerais, toi? Je lancerais une sinker dans le coin à droite. OK. Puis il a décidé de le faire. C'est à ça que ça sert, le match des étoiles. Puis on l'a vu, c'était le fun de voir Kershaw. Bravo aussi à Dave Roberts qui l'a sorti après 2 retraits et non pas 3 pour qu'il puisse avoir une petite ovation du côté d'Atlanta. Mais ça a été le fun pour Clayton Kershaw. En voilà un autre qui était un peu malaisé d'être là. Tu as nommé Mezurowski aussi par la force des choses, par la situation. Mais Kershaw, il l'a dit. Cette année, je le mérite. Je mérite pas d'être là. Il mérite pour sa carrière, pour ses 3000 retraits au bâton. Mais cette année, en tant que tel, c'est pas un All-Star, Sébastien. Non, c'est ça. Puis il le dit lui-même. Fait que, c'est pas lui nécessairement qui veut se mettre en vitrine. Par contre, ça lui donne une belle occasion de finir sa carrière. Je ne sais pas que ça va se terminer nécessairement de cette façon-là, mais on ne le sait jamais. Avec lui, blessure, où il décide de mettre fin à sa carrière. Donc, c'est un beau moment à la fin de cette carrière-là. Puis tu l'as dit, c'est ça le match des étoiles. On a entendu des commentaires comme quoi c'était peut-être trop long, qu'il y avait un petit peu trop de flafla dans les présentations, ici et ça. Mais c'est ça le match des étoiles. Si on n'a pas ça, cet enrobage-là, aussi bien pas faire de match. C'est pas un match qui a une signification. Oui, par le passé, ça déterminait qui avait l'avantage du terrain en série mondiale, mais c'est plus le cas. Ça reste un match hors concours. Donc, il faut mettre du spectacle, puis on en a eu. Puis, tu sais, le match a duré 3h20, puis malgré tout, il y a eu tout le flafla dont tu as parlé. On a eu le temps de faire un concours de coups de circuit. Oui. Tu sais, le cadran a fait sa job aussi dans ce match-là, parce qu'il n'y a pas de cadran, là, on est peut-être encore là. C'est long. Mais au moins, 3h20, c'était déjà un petit peu plus respectable. Hugo, évidemment, ça a fini de la façon dont ça s'est fini avec le concours de coups de circuit. Un changement de règlement qu'on avait appliqué il y a 3 ans. Mais il n'y avait pas eu d'égalité dans les autres saisons. Donc, on avait peut-être un peu oublié cette application-là. Et là, on arrive vers la fin du match et on dit hey, si c'est égal, il y a un concours de coups de circuit qui s'en vient. Et finalement, Kyle Schwarber qui a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire dévisser des balles. Oui, et on s'est entendu pour dire qu'il a mis tout son poids sur le dernier swing. Finalement, un genou était loin au bout. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun de voir ça parce que justement, là, ça met en valeur, mettons, des joueurs qui ont peut-être connu un moins bon match. Si on sait que Schwarber était 0-2 durant la partie, finalement, c'est lui qui a gagné le MVP. À cause de ça, justement, c'est des belles prestations. Puis encore une fois, c'est la chance de voir certains joueurs, encore une fois, avec qui on ne parle pas à tous les jours. Là, justement, Carl Stowers qui a appris durant la petite interview de Dave Roberts qui avait participé à cette compétition-là. C'était quand même assez drôle. Mais ça aussi,
aussi avec le fait justement qu'il y a des joueurs qui quittent parce qu'on a quand même un assez gros alignement à gérer durant ces matchs-là. Mais un autre gars aussi, c'est plate, que j'aurais aimé ça qu'il fasse bien, c'est Jonathan Aranda des Rays. Moi, je l'aime bien personnellement. Beaucoup de puissance cette année, sa première année. Là, il joue un bon premier but, mais effectivement, là, c'est des belles opportunités. Ça finit ça, on dirait que ça vient boucler la boucle d'un super bel événement encore une fois cette année. Oui, mais tu sais, le match des étoiles en tant que tel du baseball est toujours plus fun que les autres parce que le match en tant que tel est plus significatif. Tu sais, tu as un Paul Skeens contre un Aaron Judge. Paul Skeens, il ne va pas jouer à balle donnée, puis Aaron Judge, il ne va pas décider d'aller frapper gaucher pour le show. Tu sais, ces gars-là se forcent parce que tu ne peux pas jouer au baseball à moitié. Là. Tu peux jouer au hockey à moitié, tu peux jouer au basket à moitié, tu peux jouer au football sans te plaquer, mais le baseball, tu ne peux pas dire je vais prendre mon temps pour lancer du deuxième but. Donc, c'est le match le plus significatif, le concours de circuit, tout ce qui entoure, le petit tapis rouge avant. Tu sais, c'est toujours aussi sympathique de voir les familles. Et là, ça se termine justement avec le concours de circuit. Puis, Sébastien, ce qui est important de mentionner de ce concours-là, c'est que les gérants avaient décidé d'avance la veille même qui allait participer aux besoins. Puis la raison pour laquelle Star Wars l'a pris à la dernière seconde, c'est que c'est Eugenio Suarez qui avait été choisi. Et finalement, parce qu'il a été atteint à la main, on l'a remplacé évidemment à la dernière seconde là, par précaution. Ça a été des joueurs comme ça aussi qui ont été choisis parce qu'on ne voulait pas choisir les partants parce que les partants, non seulement ils étaient sortis du match, mais probablement qu'ils étaient déjà dans l'avion aussi. Là. Ça niaise pas pour retourner à la maison, pour profiter justement le plus possible de ce congé-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sont ces joueurs-là qui ont été nommés, puis on n'a pas vu justement de Aaron Judge ou de Shohei Ohtani. Mais malgré tout, Sébastien, je veux pas ça nécessairement en saison, parce que là, le débat est relancé. Est-ce qu'on veut ça durant la saison régulière? Au même titre qu'on veut éliminer les tirs de barrage au hockey en saison régulière, c'est pour les mêmes raisons. Mais dans un cadre d'un match des étoiles comme ça, c'est super sympathique. Ben oui, c'est là qu'il faut faire ces expériences-là. Puis c'est ça qui donne un spectacle. C'était parfait. Puis c'est bien ce que tu mentionnes parce qu'il y en a beaucoup qui se demandaient pourquoi Karen Boone n'avait pas envoyé Bobby Witt Jr. qui était rentré en 9e manche, si je ne me trompe pas. Oui, on aurait voulu voir des gars comme ça, mais c'était déjà prédéterminé pour donner une chance à tout le monde également. Donc, oui, peut-être que ça aurait pu être bonifié en ayant les gros frappeurs, mais ce n'était pas la situation idéale pour ça. Puis ça a quand même donné un excellent spectacle. C'est ça qu'on voulait voir. Exactement. Puis pour répondre à ce que Jean-Michel disait là-dessus, oui, c'est un peu le cas. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs disponibles pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Là. Il y a beaucoup de gars qui étaient déjà, qui avaient déjà quitté le stade là, du côté d'Atlanta. Sur ce, messieurs, ça couvre ce qui s'est passé dans la dernière semaine qui a été très, très, très chargée. Et nos yeux vont se tourner par la force des choses sur la date limite des transactions. Hugo, j'imagine qu'il y a bien des clubs, évidemment les Diamondbacks de l'Arizona, mais dont les Yankees et dont tous ces clubs qui ont besoin d'aide au troisième but, qui doivent se dire j'espère que Eugenio Suarez n'a pas trop mal à la main ce matin. Oui, effectivement, ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'on va faire de ce côté-là. Eugenio Suarez qui va être sur les lèvres de tout le monde, je pense que ça va être un des candidats les plus intéressants. Un autre gars aussi qui sort de l'Arizona qui peut être intéressant, c'est Josh Naylor. Voir aussi, je pense aux Red Sox, mettons, qu'on va être un peu agressif pour aller chercher une situation intéressante au premier but. Josh Naylor, ça peut être quelque chose, de le fun pour eux. Donc, ça va être à surveiller. J'ai bien hâte de voir ce qui va en découler, mais c'est le fun parce que là, on est comme dans la zone grise où il y a beaucoup de rumeurs. On associe déjà des joueurs à des équipes, mais on ne sait pas ce qui va se passer, puis il y a toujours des belles surprises. Donc, ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça. Puis les D-backs, on a des lanceurs aussi. On a la main pleine des Zach Gallen, Merrill Kelly. Donc, à partir du moment où on va prendre notre décision, est-ce qu'on se range du côté des vendeurs ou des acheteurs, ça va faire basculer cette date limite des transactions. Oui, forcément, c'est un club qui peut vraiment, vraiment, vraiment changer la donne. Ouais. Sébastien, est-ce que la plus grosse transaction de l'année a déjà eu lieu, Raphaël Devers? Est-ce qu'on va voir quelque chose de plus gros que ça à la date limite? Bien, je ne le sais pas parce qu'on dirait que de plus en plus, on entend que des clubs ils vont all-in ou presque. On commence à entendre parler des Mariners qui ne veulent pas perdre la saison exceptionnelle de Cal Raleigh. On entend les Yankees John Heyman qui dit qu'ils vont faire un gros coup. On sait que les Blue Jays vont être dans le coup. Puis ça, je viens juste d'en nommer 3 dans la Ligue américaine. La Ligue nationale aussi va avoir des équipes qui vont chercher à s'améliorer. Fait que je ne suis pas sûr qu'on a déjà vu la plus grosse transaction de l'année. Hugo, moi, un club que j'ai envie de surveiller, tu me diras ce que tu en penses, c'est les Cubs de Chicago. Parce que les Cubs, ça fait longtemps qu'on reconstruit. L'an passé, on est arrivé à court un petit peu. Là, cette année, on va être dans les séries éliminatoires, à moins d'une catastrophe, évidemment.
Les Cubs, c'est une équipe qui a de la difficulté à dépenser durant la saison morte. Mais en saison, prendre un contrat pour finir l'année, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire. On a besoin d'aide dans la rotation avec Justin Steele qui est blessé pour l'année. Moi, je ne serais pas étonné, Hugo, là, si le plus gros lanceur ou, mettons, un des deux plus gros lanceurs qui étaient échangés prennent la direction du Wrigley Field pour finir l'année. Hey, j'étais assez content que tu me poses une question sur mes Cubs. Pour vrai, là, j'avais hâte d'en parler, mais on parlait de la belle saison de Cal Raleigh. Il ne faut pas oublier la belle saison de Pete Crow Armstrong en ce moment. Là, il est en train de tout casser. Et effectivement, là, on a une rotation vraiment, vraiment... c'est difficile avec les blessures. Jameson Taillon, maintenant qui est blessé. Matthew Boyd qui fait de l'excellent travail, mais on doit être capable d'avoir un support pour lui. Je vois un gars comme Tyler Anderson qui pourrait être intéressant aussi du côté des Cubs, mais naturellement, la grosse rumeur, c'est Sandy. Est-ce que Sandy Alcantara va être là? Qu'est-ce qu'on va donner en échange de ce lanceur-là qui peut être vraiment, vraiment intimidant et impressionnant? J'ai hâte de voir. On parlait d'Andrew Heaney aussi, Cal Flanagan, lui qui est un releveur intéressant. J'ai hâte de voir Zach Little aussi. C'est vraiment des joueurs qui peuvent vraiment apporter du support à des Shota Imanaga qui connaît, oui, peut-être une moins bonne saison que celle de l'an dernier, mais qui est quand même assez dominant. Colin Reed qui est jeune encore, Cade Orton, donc j'ai hâte de voir ça. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir les Cubs payer un gros prix pour aller chercher un joueur qui peut les amener loin, parce que cette saison, offensivement, on le mérite, mais on a aussi une grande course là, qui est en train de s'écrire dans la centrale, dans la nationale, mais aussi pour le wildcard. Là, on a quand même des équipes relativement proches. Donc, j'aimerais savoir un petit Sandy. Là. Il me semble que ça ferait du bien. Peut-être qu'il manque un jersey des Cubs dans ma collection. Fait que, je sais pas. Question justement par rapport à tes Cubs, je vais te la soumettre, Hugo. Kyle Tucker, là, ça, c'est une raison d'ailleurs pourquoi il faut profiter de la fenêtre cette année, mais mettons qu'on se projette un peu cet hiver. Kyle Tucker, au prochain camp d'entraînement, il met-tu la chemise des Cubs ou il met la chemise d'une autre équipe? Ben écoute, ça va être vraiment intéressant. Ce matin, on a parlé d'Alex Bregman puis un peu son contre-pont à Boston. Est-ce que ça va être la même affaire pour Kyle Tucker qui termine son contrat avec les Astros? Moi, j'aimerais vraiment ça. Je pense qu'il est en train de développer une belle chimie présentement avec Ian Happ et Pete Crow Armstrong. C'est un joueur qui est très, très important pour les Cubs cette année. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un impact aussi direct. On savait que Kyle Tucker était très bon, connaissait de plus en plus de succès, s'améliorait de saison en saison. Mais cette année est vraiment, vraiment solide. Personnellement, moi, je pense qu'on devrait vraiment être insistant du côté de Chicago parce que c'est rare qu'on ait quelque chose d'aussi dominant. Je repense à l'avant-champ qu'on avait en 2014, 15, 16, là, dans les grosses années des Cubs. On a quelque chose d'important là, qui se passe là, dans le champ extérieur et Kyle Tucker en fait partie, mais fait aussi partie de ces vétérans-là qui vient supporter quand même un jeune corps. Je pense à Dansby Swanson qui a été nommé capitaine de l'équipe cette année. Des joueurs comme Matt Shaw, Michael Bush, des jeunes joueurs qui sont en train de se développer mais qui ont un excellent potentiel. Pour moi, c'est quand même intéressant d'avoir un gars comme Kyle Tucker dans l'alignement, mais aussi qui peut apporter quand même des bons conseils au niveau du bâton, lui qui connaît une excellente saison cette année. Donc, moi, j'aimerais ça voir les Cubs agressifs là, dans le dossier Kyle Tucker, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il veuille tester le marché parce que sa valeur a jumpé cette année, on va se le dire. Ouais, il y avait déjà une bonne valeur, puis je pense qu'il a tout fait pour l'aider. Tu parlais de la belle saison de Pete Crow Armstrong. Je pense qu'il y a un peu de Kyle Tucker là-dedans. Ça l'a protégé, ça lui a donné des conseils, ça l'a aidé par la force des choses. Mais il y a des clubs qui vont être agressifs pour aller le chercher. Sébastien, je me réfère encore à ta casquette. Là. On a manqué notre coup dans le Bronx pour Juan Soto. Puis, tu sais, on l'a vu, regarde le catch qu'il a fait au match des étoiles. Il est capable d'aller jouer dans gauche puis de laisser la droite à Aaron Judge. Je pense qu'il va être correct, oui. C'est sûr qu'à New York, on a Cody Bellinger, on a Jason Dominguez et Aaron Judge, mais Cody Bellinger peut jouer au premier but. Et on ne sait pas est-ce qu'éventuellement Aaron Judge va finir sa carrière au premier coussin. Peut-être. Donc, oui, présentement, à première vue, on n'a pas de place, mais oui, on peut trouver une place pour Kyle Tucker. Un joueur de la trempe de Kyle Tucker, ça change complètement le visage d'une franchise. On l'a vu avec les Cubs. Puis pour revenir aux Cubs, je pense qu'on a deux options. Soit qu'on sera en série mondiale cette année ou qu'on signe Kyle Tucker. Il faut qu'une de ces deux avenues-là arrive parce qu'avec le prix qu'on a payé, ça fait mal à long terme quand on perd un joueur de cette trempe-là. Pour moi, j'aimerais ça que Kyle Tucker revienne avec les Cubs.
Je pense que le fit est excellent. Puis c'est ça, comme tu dis, on a décidé de sacrifier Zach Paredes. C'était quand même un bon espoir qu'on avait acquis. Non, j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant, mais le fit est bon. Messieurs, je pense qu'avec tous les commentaires qu'on a en attente, ça va être le temps d'aller à la période de questions. Sébastien, première question que je te soumets, qui nous vient d'Olivier ici. Selon vous, quelles sont les équipes qui seront all-in à la date limite et à l'inverse, quelles sont les équipes qui vont procéder à une grande liquidation et pourquoi? Évidemment, la réponse peut changer d'ici le 31 juillet parce qu'il reste encore quand même un petit peu de temps, mais on commence à avoir quand même une bonne idée. Là. Après le match des étoiles, le portrait se clarifie toujours quand même un peu plus. Oui, exactement. Puis je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Je pense que les Mariners vont y aller pratiquement all-in pour pas. Des saisons comme celle de Cal Raleigh, on le sait que ça ne reviendra pas. Et Cal Raleigh, je ne pense pas qu'il va répéter ces exploits-là. Donc, tu dois profiter de cette fenêtre-là. Les Yankees, je n'étais pas convaincu, mais avec les commentaires qui ressortent de plus en plus, j'ai l'impression que Brian Cashman veut y aller all-in. Est-ce qu'on va faire une transaction dans le style Suarez-Gallen avec les Diamondbacks? Peut-être. C'est quelque chose dans le genre-là, mais ça va dépendre des Diamondbacks. Puis ça m'amène à l'autre portion de la question. Peut-être que les Diamondbacks vont décider de liquider. On est rendu avec une fiche inférieure à 500. On se bat dans une division qui est extrêmement difficile. On a les Dodgers qui ne sont pas atteignables, les Padres qui ont une excellente saison. Les Giants, oui, ça a été plus difficile dernièrement, mais ça reste une excellente formation. Fait que peut-être de sacrifier cette année en sachant qu'on se rendra, même si on participe aux séries éliminatoires, on ne se rendra probablement pas jusqu'au bout. Puis on pourrait avoir d'excellents retours en retour de nos joueurs. Donc, on pourrait profiter de cette occasion. Je pense que s'il y a vraiment deux joueurs de ce calibre-là, comme tu dis, qui partent de l'Arizona et qui s'en vont dans le Bronx, Spencer Jones est mieux de se magasiner des maisons en Arizona parce que c'est là qu'il va débuter sa carrière. C'est ouais, sa valeur, je pense qu'elle a augmenté. Fait que certainement qu'il ne ferait probablement partie d'une transaction de cette envergure-là parce que dans le 3A, il domine présentement, il frappe la balle avec tellement d'autorité. Donc, c'est sûr que les équipes adverses, c'est lui qui vont demander. Peut-être un George Lombard aussi qui a connu du succès. On ne le sait pas, mais ça va coûter cher. Hugo, il y a deux équipes quand même qui vont être à surveiller. Deux équipes qu'on n'attendait pas dans cette position-là, mais les Orioles et les Braves, si jamais on prend la décision de pas juste de liquider certains joueurs, mais de vendre un petit peu plus qu'on pense. Ça, je ne pense pas nécessairement que ça va arriver, mais c'est deux clubs quand même, Michael Elias, Alex Antopoulos, qui ont entre leurs mains le pouvoir de changer la date limite des transactions cette année. Ben ouais, vraiment. Puis je pense que ça part aussi avec des rumeurs concernant, je parle notamment des Braves, là, mais de Marcell Ozuna, on parle aussi de Ozzy Albies un peu. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Effectivement, c'est des joueurs tellement importants. Puis je trouve ça dommage que les Braves sont rendus dans cette situation-là, mais il y a quelque chose clairement qui ne marche pas. C'est le temps de faire un reset. J'ai hâte de voir où Ozuna pourrait tomber. Je pense que c'est le joueur le plus probable à partir du côté des Braves. Maintenant, ça va être de voir avec qui il pourrait fitter le plus. Moi, je pense à des équipes qui ont besoin de cogneurs. Je pense à des équipes qui sont dans des courses serrées. On parlait tantôt de la question justement acheteur-vendeur, mais je ne serais pas surpris s'il y a une équipe telle les Yankees, telle les Red Sox, même les Blue Jays, on a cherché un cogneur de sa stature. Et même là, du côté des Orioles de Baltimore, on peut avoir des joueurs assez intéressants. Est-ce qu'on va vouloir se débarrasser d'un genre de Félix Bautista, un releveur qui pourrait être intéressant pour venir fermer la porte dans des équipes qui se battent justement dans des luttes comme ça. Je pense à une équipe comme les Cards qui veulent remonter un peu dans la centrale, même les Brewers qui sont très proches. Ça va être intéressant de voir ça. Selon moi, ça va être peut-être deux joueurs à surveiller de ce côté-là. Mais c'est vraiment dommage de voir ça. Sinon, on parle beaucoup des Guardians aussi qui sont acheteurs cette année. J'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ça peut être aussi des bâtons importants. Eux autres, qui est une équipe qui aime aussi ça, jouer le small ball, mais avoir un bâton de puissance dans leur alignement, tel un Ozuna, ça peut être assez intéressant de leur bord.
Les gars, pensez-vous que les Phillies vont finalement y aller all-in? Il me semble que la fenêtre se referme tranquillement. Il va falloir prendre une décision à un moment ou à un autre, mais on a tous les éléments en place. Il reste quelques petits ajustements à faire, mais il faut les faire. Ouais, vas-y, Charlie, avant, là, je vais aller regarder quelque chose. Vas-y. Écoute, y a des gros releveurs quand même qui sont liés aux Phillies ces temps-ci, que ce soit Duran au Minnesota ou que ce soit en fait n'importe quel closer qui peut être disponible, peut être lié à cette formation-là. Moi, je pense que Dave Dombrowski, ça il tente de faire un gros move. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retenu dans les dernières années. Pour le show, pour le storyline, on dirait que j'ai envie de te dire, ouais, ça va y tenter, puis il va y aller jusqu'au bout. Puis le gros releveur qui va bouger, ça va être en direction de Philadelphie. Donc, pour l'histoire, j'ai envie de te dire oui. Ouais, on va mais prendre le voltigeur aussi, hein? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je pense que ça va être important de voir là, du côté du champ extérieur qu'est-ce qu'on peut faire du côté des Phillies. Mais encore une fois, la grosse lacune, comme Charlie, tu l'as dit, c'est vraiment le closer. On a vraiment besoin de quelqu'un qui ferme la porte parce qu'on a une rotation assez dominante. Là, puis en ce moment, c'est là qu'on échappe à la majorité des matchs. C'est pas pour Jordan Romano, mais regarde, on est rendu là, tu fais pas le travail, buddy. Exact. Ouais. Il y a Matt qui nous pose une question auquel on a un peu répondu par la force des choses, mais laquelle des deux équipes entre Atlanta et Baltimore pourrait bénéficier d'un choix haut? C'est sûr que si les deux équipes vendent des éléments, ben, par la force des choses, ils vont repêcher assez haut, mais j'ai de la misère à dire laquelle pourrait en plus le bénéficier. Michael Elias est très bon pour repêcher. Bon, il y a de la misère à les faire promouvoir, à les amener dans le baseball majeur, mais il est très bon pour les repêcher, par exemple. Donc, je sais pas, je pense que les deux pourraient jusqu'à un certain point gagner à avoir un bon choix. Puis ça va arriver. Oui. Sébastien, Matt ici qui nous dit les Red Sox devront donner une chance à Kyle Harrison avant d'aller chercher un Charlie Morton. Kyle Harrison mérite d'être dans la position 4 dans une rotation de lanceurs des Red Sox. C'est vrai qu'il y a ce gars-là qui est dans le 3, acquis dans la transaction Rafael Devers. On l'a envoyé du côté de Worcester, puis finalement, ben, il est encore là. Oui, puis ça ne coûte rien de l'essayer. Il nous reste encore du temps. Avant de prendre notre fameuse décision, on ne sait pas trop ce que les Red Sox s'en vont. Oui, on a une séquence de 10 victoires, mais on pense à échanger Jarren Duran. Donc, c'est le temps, là, justement, si on n'est pas fixé sur notre approche à la date limite des transactions, ce serait le temps de monter un gars comme Kyle Harrison. Puis, tu sais, Charlie Morton, pour moi, ce n'est pas une solution à Boston. Si on décide d'aller dans cette voie-là, ça va prendre beaucoup plus que Charlie Morton. Donc, oui, d'amener Harrison, c'est une option, mais en plus de ça, ça va prendre un bon bras dans la rotation. Ouais, puis il faut dire qu'Harrison, il était prêt là, à faire le saut là, chez les pros. Je veux dire, justement, la journée avant la journée que l'échange de Devers a été déclaré, c'était lui qui était censé avoir le départ pour les Giants. Donc, il est là, il est prêt. C'est une belle opportunité pour lui, justement, de saisir sa chance. Hey Hugo, tantôt, tu parlais de Marcell Ozuna. Là, on parle des Giants. Il me semble qu'il fait très là-bas. Tu sais, tu dis à Rafael Devers, là, c'est assez, là, tu t'en vas pour vrai au premier Ouais, but. c'est ça. Tu amènes Marcell Ozuna, qui est un bon bâton comme ça, pour venir solidifier le milieu de l'alignement des Giants, qui évolue dans une division, ben, par la force des choses, qui est coriace avec les Dodgers qui sont là, les Padres qui ne se laisseront pas faire. Ce serait un bel ajout quand même. Puis, tu sais, je sais que c'est juste pour finir la saison, puis que les Giants recherchent peut-être quelqu'un pour un peu plus là à long terme, mais va le chercher à la date limite des transactions. Ben pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une belle occasion. Marcell Ozuna, c'est de la puissance, c'est vraiment électrisant, c'est dangereux, c'est stressant pour des lanceurs, puis c'est imposant. Et cette année, ben, si on veut que les Giants fassent vraiment le step, on s'entend, là, on est à un demi-match des Padres dans le wildcard. C'est le temps. Il faut faire de quoi? Il faut pousser. Après ça, tu réajusteras les cartes. C'est correct. Mais là, en ce moment, tu as la possibilité de faire avec ce que tu as. Donc, pousse. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit avec les Blue Jays au début d'aller équilibrer. Mais là, les Giants sont vraiment dans une situation où tu peux pousser dans des forces que le bâton. Donc, on y va. Puis Sébastien, ça fait pas longtemps qu'il est en poste officiellement comme président des opérations baseball, mais Buster Posey nous a montré que tout ça, il tentait quand même de faire des gros moves. Fait qu'il est capable d'appeler Antopoulos et de dire ouais, moi vraiment, là, ça me tente d'aller chercher ton frappeur de choix, puis j'en ai besoin pour la fin de saison. Ah, il va être à surveiller à la date limite. Là. Un gars qui réussit à aller chercher Rafael Devers pour pratiquement rien. Il va falloir le watcher d'ici le 31 juillet parce que je pense que c'est pas fini. C'est pas vrai qu'il est allé chercher Devers pour aller s'écraser pour le reste de la saison. Non, il va continuer à bâtir. Puis par le passé, les Giants, on essayait de compléter des transactions parce qu'on n'était pas capable d'attirer des joueurs autonomes. Je pense que c'est en train de changer avec Buster Posey, entre autres, mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à faire des transactions durant la saison.
Dernière petite question que j'ai ici. Une question, on a eu le même genre de question la semaine passée. Fait que Hugo, je vais te la soumettre. Tu vas voir, c'est chiant comme question. OK, on y va. On joue à un jeu. Tu connais évidemment le jeu. Tu mets un partant, tu mets quelqu'un sur le banc et tu coupes quelqu'un. Oh. Et Matt nous a proposé ici, attention, je te rends ça à l'écran, Ken Griffey Jr., Bryce Harper et Manny Machado. Quels sont tes choix, Sébastien? Je t'attends dans le détour. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, ça, c'est difficile, les gars. Écoute, je pense que j'ai pas le choix de starter Ken Griffey Jr. Ouais. Et écoute, je pense que le swing, de l'atout défensif, la rapidité, tout, il n'y a pas le choix d'être là. Mais c'est plus pour le reste. C'est comme moi, je suis un plus grand fan de Bryce Harper que Manny Machado. Fait que moi, je pense que je vais mettre Harper sur le banc. Machado, malheureusement, c'est lui qui va avoir la cote. Mais quoique, écoute, ces gars-là, ils sont sur le même piédestal. Là. C'est quoi, c'est 2000 coups sûrs qu'il y a eu Machado récemment? Ouais. Donc, non, c'est ça, c'est toute une carrière. Lui aussi fait partie de l'organisation des Orioles. Il est arrivé rapidement, puis on a gagné confiance. Finalement, a pu aider toutes les équipes auxquelles il a fait partie, dont justement les Dodgers avant de passer aux Padres. Et pour ce qui est de Bryce Harper, en ce moment, avec sa signature, quand il a fait le switch, quand les Nationals ont tout de suite gagné la Série mondiale après, ça a été difficile pour lui, mais on doit quand même dire qu'il a amené les Phillies très loin en série, dans des séries mondiales. Donc, on ne peut pas chialer sur l'apport qu'il y a eu à Philadelphie et son bâton est spectaculaire. Donc, moi, j'ai toujours aimé un peu plus ce bâton que la défensive. Fait que je vais avec Bryce Harper. Sébastien? Moi aussi, je vais avec Griffey. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là. C'est sûr que c'est trois excellents joueurs, mais Griffey est dans une classe à part dans ce cas-ci. Je vais y aller avec Machado au deuxième rang. Moi, j'aime beaucoup la défensive. Donc, je pense que c'est ça qui va faire pencher la balance parce que c'est deux excellents frappeurs. C'est des frappeurs qui sont autant capables de placer la balle en lieu sûr que de la placer de l'autre côté de la clôture. Peut-être pour la défensive, puis encore là, Bryce Harper aussi amène de la grit, mais on dirait que c'est pas nécessairement la meilleure attitude que Manny Machado a, mais par contre, ce qu'il amène sur un terrain de baseball, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Fait que c'est moi qui tranche finalement parce que oui, sans surprise, j'ai Ken Griffey Jr. comme partant. Finalement, c'est toi qui es dans le détour. Là, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, je suis un peu plus dans l'équipe Hugo là-dessus. Là. Je pense que je mettrais Bryce Harper aussi. Vraiment pas un vilain choix. Là. La question est bonne, Matt. D'ailleurs, oui, vraiment. La question de la semaine prochaine. Là. J'espère que ça va devenir un incontournable des podcasts. Je vais y aller avec Bryce Harper que je vais laisser sur mon banc parce que je pense que justement, il y a cet aspect-là. Dans les grands moments, il aime se lever, c'est un gamer. Pas que Machado ne l'est pas, mais on dirait que Bryce Harper, il y a ça en lui de se lever dans des moments qui sont importants. Donc, j'ai envie d'y aller avec un Bryce Harper au deuxième rang. Mais c'est ça la beauté de ces questions-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Exact. Écoute, dans celui-là, peut-être si tu ne mets pas Ken Griffey. Si tu startes Machado à la place. Oui, c'est ça. Mais pour le reste, 2 et 3, 3 et 2, là, c'est quelque chose qui peut s'alterner. On pourrait faire 1 heure de débat là-dessus. Messieurs, donc merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Hugo, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, puis on va te rappeler, je pense. En tout cas, j'espère avoir le call-up. Moi, je suis prêt pour le show, les gars. C'est vraiment le fun. Merci de l'invitation. On va te rappeler plus vite que les Orioles. Oui, c'est ça, parfait, merci. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine dans le cadre de notre podcast diffusé les mercredis soirs à 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, mais aussi diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, exactement. Sur ces 3 plateformes-là, je pense qu'on a eu un petit bug sur Facebook. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous écouter sur Facebook, vous allez pouvoir le réécouter sur cette plateforme-là, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur notre site web passionmlb.com. Donc, là-dessus, je vous souhaite à tout le monde une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la semaine prochaine.